Amélie Dubois n'avait jamais imaginé que sa vie changerait un mardi pluvieux d'après-midi. Alors que les gouttes de pluie frappaient contre les fenêtres du café chic du 7e arrondissement où elle travaillait, elle regardait Paris se transformer en traînée d'aquarelle derrière la vitre. À 28 ans, elle était barista à temps partiel et étudiante en art à plein temps, peinant à joindre les deux bouts tout en poursuivant sa passion. « Commande pour la table 7 », lança Chloé, sa collègue, faisant glisser un plateau de pâtisserie coûteuse sur le comptoir. Amélie équilibra le plateau sur sa paume, naviguant entre les tables avec une aisance pratiquée. Ses courbes, qu'elle avait appris à accepter après des années de complexe, attirèrent les regards appréciateurs de plusieurs clients, mais elle n'y prêtait aucune attention. Elle s'était habituée à cette attention. La table 7 était occupée par une silhouette solitaire. Un homme dans la trentaine avec des traits angulaires et un costume sur mesure qui criait l'argent. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés et sa posture rayonnait l'autorité. Il ne leva pas les yeux quand elle s'approcha, son attention fixée sur plusieurs téléphones arrangés devant lui, comme des pièces d'échecs. « Votre commande, monsieur », dit Amélie, plaçant soigneusement son café noir et son croissant intact à côté de ses appareils. L'homme leva finalement les yeux, et Amélie ressentit un choc inattendu quand leurs regards se croisèrent. Les siens étaient d'un bleu saisissant, froid mais vulnérable. « Merci », dit-il, sa voix étonnamment douce pour quelqu'un avec une présence si imposante. Alors qu'Amélie se tournait pour partir, son téléphone sonna. Elle ne put s'empêcher d'entendre sa partie de la conversation. « Non, tante Marguerite, je n'ai trouvé personne. Oui, je comprends les termes du testament de grand-père. La réunion du conseil est dans 3 semaines. Je sais ce qui est en jeu. » Il pinça l'arête de son nez, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Je m'en occuperai », conclut-il fermement avant de raccrocher. Amélie était à mi-chemin vers le comptoir quand elle entendit un crash. Se retournant, elle vit que l'homme avait renversé son café, le liquide sombre se répandant sur des documents d'apparence importante. Elle se précipita avec des serviettes, l'aidant à sauver ce qu'il pouvait. « Je suis désolée, » dit-elle, bien que ce ne soit pas sa faute. « C'est bon, » répliqua-t-il sèchement, puis soupira. « Non, c'est moi qui suis désolé. Ce n'est pas votre problème. C'est juste... » Il s'interrompit, la regardant vraiment pour la première fois. Quelque chose changea dans son expression, le calcul remplaçant la frustration. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il soudain. « Amélie, Amélie Dubois. »« Amélie » répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « Je suis Étienne Monclerc. » Le nom résonna immédiatement. Étienne Monclerc, PDG de Monclerc Technologies, l'un des plus grands conglomérats technologiques de France. Son visage ornait parfois les magazines d'affaires et les journaux télévisés. « J'ai une proposition pour vous, Amélie Dubois, » dit-il, baissant la voix. « Un arrangement commercial qui pourrait résoudre nos problèmes à tous les deux. »« Je n'ai pas de problème, » répondit-elle avec prudence. Un soupçon de sourire toucha ses lèvres. « Tout le monde a des problèmes. Les vôtres, je devine, sont financiers. Prêts étudiants, loyer dans cette ville hors de prix ?» Amélie se raidit. « C'est présomptueux. » Ai-je tort ? Elle resta silencieuse. Étienne fit glisser une carte de visite sur la table. « J'ai besoin qu'une femme fasse semblant d'être ma compagne pendant 3 semaines. M'accompagner à plusieurs événements, rester dans mon penthouse. » Les sourcils d'Amélie se levèrent. « Pardon ? Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-il rapidement. « J'ai besoin de convaincre ma famille, et le conseil que je suis capable de... relations personnelles. Le testament de mon grand-père stipule que pour maintenir le contrôle de l'entreprise, je dois démontrer que je peux maintenir une relation stable. L'implication étant que quelqu'un qui ne peut pas se connecter personnellement ne peut pas diriger efficacement. »« Donc, vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie ?» demanda Amélie avec incrédulité. « Plus que cela. » Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et sérieux. « J'ai besoin que vous dormiez dans mon lit. » Amélie recula instinctivement. « Je ne suis pas ce genre de... juste dormir, » interrompit Étienne. « Je n'ai jamais... » Il s'interrompit, la mâchoire se resserrant. « Je n'ai jamais été avec une femme, et j'ai besoin que ma famille croie le contraire. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, saisissant dans sa vulnérabilité venant de cet homme puissant. « Pourquoi moi ?» demanda finalement Amélie. «
Vous êtes belle, clairement intelligente et complètement extérieure à mon monde. Aucune connexion à exploiter, aucune présence sur les réseaux sociaux dont s'inquiéter. J'ai vérifié votre badge et fait une recherche rapide pendant que vous serviez d'autres tables. C'est intrusif, dit Amélie, mais la curiosité remplaçait son alarme initiale. Qu'est-ce que j'y gagne? Étienne nomma un chiffre qui coupa le souffle d'Amélie. C'est assez pour couvrir mes prêts étudiants et plus. Tout pour 3 semaines de votre temps. Un accord de confidentialité signé, bien sûr. Et quand c'est fini, vous repartez financièrement sécurisé et je maintiens le contrôle de mon entreprise. Amélie aurait dû partir. Tout cela criait danger, complications, problèmes. Mais l'école d'art n'était pas bon marché et les factures médicales de sa mère s'accumulaient en Bretagne. « Je veux le premier paiement à l'avance, » dit-elle, se surprenant elle-même. « Et j'ai des conditions. » Pour la première fois, Étienne Moncler sourit sincèrement, transformant son visage de simplement beau à époustouflant. Je n'attendrai rien de moins, Amélie Dubois. Aucun des deux ne savait que ce qui avait commencé comme un arrangement commercial froid allait bientôt enflammer des sentiments qu'aucun n'était préparé à gérer, surtout pour un homme qui n'avait jamais connu le toucher d'une femme. 3 jours après leur rencontre inhabituelle, Amélie se trouvait dans l'ascenseur privé de la tour Moncler, serrant une petite valise contenant ses vêtements les plus présentables. L'ascenseur nécessitait une carte spéciale, qu'Étienne avait fait livrer à son appartement avec un contrat détaillé et le paiement d'avance promis. Le contrat avait été minutieux, presque clinique dans ses spécifications. Elle poserait comme la petite amie d'Étienne depuis 3 mois, assisterait aux fonctions sociales et d'affaires. Et oui, partagerait ses quartiers d'habitation. Il y avait des clauses sur la confidentialité, le comportement approprié et la déclaration explicite qu'aucune intimité physique n'était requise ou attendue. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Amélie entra directement dans le hall du penthouse. L'espace devant elle était époustouflant. Des fenêtres du sol au plafond montraient le panorama de Paris dans toute sa gloire. Des meubles modernes dans des gris et bleus doux complétaient de l'architecture élégante, et un éclairage subtil créait une atmosphère de luxe discret. Monsieur Moncler est dans son bureau. Il m'a demandé de vous montrer d'abord votre chambre, dit une femme dans la cinquantaine avec un visage aimable et une tenue pratique. Je suis Madame Moreau, la gouvernante. Merci. Je suis Amélie, répondit-elle, se sentant étrangement gênée. Madame Moreau la conduisit à travers le penthouse tentaculaire jusqu'à une suite d'invités plus grande que l'appartement entier d'Amélie. La chambre comportait un lit king size, une salle de bain attenante avec une baignoire profonde et un dressing contenant déjà plusieurs housses de vêtements. Monsieur Moncler a pris la liberté de faire préparer quelques tenues appropriées pour les événements à venir, expliqua Madame Moreau, désignant le dressing. Le styliste a utilisé les mesures que vous avez fournies dans le contrat. Amélie hocha la tête, légèrement dépassée. Quand verrai-je Étienne? Je veux dire, Monsieur Moncler. Il devrait finir son appel de conférence bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous installer. Après le départ de Madame Moreau, Amélie explora ses quartiers temporaires. Ouvrir une housse de vêtements révéla une robe de soirée émeraude élégante, qui coûtait probablement plus que 6 mois de loyer. Des marques de créateurs qu'elle n'avait vues que dans les magazines pendaient soigneusement alignées. Elle examinait un chemisier en soie particulièrement beau quand on frappa à la porte. « Entrez !» appela-t-elle. Étienne entra, paraissant encore plus imposant dans son environnement domestique. Sa veste de costume était partie et ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras forts. Il semblait légèrement hésitant, ce qui adoucissait sa présence autrement intimidante. « Je vois que vous avez trouvé les vêtements, » dit-il, les mains dans les poches. « J'espère qu'ils sont acceptables. »« Ils sont magnifiques, » admit Amélie. « Mais je me sens comme dans Pretty Woman. » Un pli de sourcils assombrit son front. Je ne connais pas cette référence. Amélie le fixa. Vous n'avez jamais vu Pretty Woman? C'est un classique? Je ne regarde pas beaucoup de films, répondit-il raidement. Surtout pas romantique. Un silence gêné s'installa entre eux jusqu'à ce qu'Étienne s'éclaircisse la gorge. Nous avons notre premier événement demain soir.
Un gala de charité organisé par ma tante Marguerite. Il est important que nous paraissions convaincants. Je comprends. Devrions-nous, je ne sais pas, pratiquer? Mettre notre histoire au point? Suggéra Amélie. Étienne hocha la tête, se détendant visiblement devant l'approche pratique. Bonne idée. Discutons-en pendant le dîner. Le dîner fut servi dans une salle à manger élégante, donnant sur les Tuileries. Le chef privé prépara un repas qui fit paraître les sandwichs du café d'Amélie comme un jeu d'enfant. Mais Étienne toucha à peine à sa nourriture, se concentrant plutôt sur la création de leur chronologie de relations fictives. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un vernissage », décida-t-il. « Votre travail était présenté. » Amélie ne put s'empêcher de rire. C'est tiré par les cheveux. Je suis encore étudiante. Très bien. Vous travailliez dans la galerie alors, modifia Étienne. J'étais là avec des clients, mais j'étais plus intéressé à vous parler qu'à conclure l'affaire. Et nous sortons ensemble depuis 3 mois, ajouta Amélie. Avons-nous déjà dit « je t'aime » La fourchette d'Étienne cliqueta contre son assiette. Je n'avais pas considéré ce niveau de détail. Eh bien, les gens voudront savoir à quel point nous sommes sérieux, fit remarquer Amélie. Surtout si je suis censé vivre ici. Étienne se frotta la tempe, semblant genument perplexe. Qu'est-ce qui serait normal après 3 mois? Amélie l'étudia avec curiosité. Vous n'avez jamais eu de rendez-vous avant? J'ai eu des arrangements, dit-il prudemment. Bref, rien qui nécessitait des démonstrations émotionnelles. Mais vous n'avez jamais... Amélie s'interrompit, se souvenant de sa confession au café. Étienne rencontra ses yeux directement. Non, je n'ai pas. Ma vie a été concentrée sur l'entreprise depuis mes 22 ans. Avant cela, pensionnat et programmes académiques intensifs. Il n'y avait pas de temps pour les distractions. La façon clinique dont il décrivait les relations rendit Amélie étrangement triste pour lui. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, Étienne Moncler semblait fondamentalement seul. « Nous devrions pratiquer quelques bases », suggéra-t-elle doucement. Des touches simples que les couples partageraient naturellement. La posture d'Étienne se raidit, mais il hocha la tête. Tel que. Amélie se déplaça de son côté de la table et tendit la main. Commençons par se tenir la main. Avec une hésitation visible, Étienne plaça sa main dans la sienne. Sa paume était chaude et étonnamment calleuse pour un PDG, un détail qui ne collait pas avec l'image qu'elle avait de lui. « Votre main », dit-elle, surprise. « Elle est rugueuse. Je fais de la boxe, expliqua-t-il, et de l'escalade quand je peux trouver le temps. L'effort physique aide à clarifier mon esprit. » Amélie se surprit à sourire devant cet aperçu inattendu sous son extérieur poli. « Vous voyez, c'est le genre de détail qui rend une relation crédible. Les vraies personnes connaissent ce genre de choses l'une sur l'autre. » Pendant l'heure suivante, ils échangèrent des détails personnels. Sa préférence pour le thé Earl Grey plutôt que le café malgré sa commande au café, son enfance dans une petite ville de Bretagne, son dégoût des fruits de mer, son amour de l'art impressionniste. La conversation coulait plus facilement qu'aucun des deux ne l'avait anticipé. Quand ils pratiquaient se tenir près l'un de l'autre, bras autour de la taille, Amélie remarqua que la respiration d'Étienne changeait, devenant légèrement plus rapide. Son inexpérience était évidente dans la façon tentative dont il la tenait, mais il y avait quelque chose d'attachant dans sa retenue prudente. « Demain, dit-il comme ils concluaient leur session de pratique, nous partagerons une chambre à l'événement. Ma tante a tendance à passer de façon inattendue, surtout quand elle est soupçonneuse. Donc je dormirai dans votre lit à partir de demain ?» confirma Amélie. Étienne hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Je prendrai le canapé dans ma chambre. » Alors qu'Amélie se préparait pour la nuit dans ses quartiers luxueux temporaires, elle se demandait dans quoi elle s'était embarquée. Cet arrangement était bizarre par tous les standards. Faire semblant d'être intime avec un homme qui n'avait jamais expérimenté l'intimité. Pourtant, quelque chose dans la vulnérabilité d'Étienne sous son extérieur puissant l'intriguait. Il y avait là un mystère, une complexité qu'elle n'avait pas attendue. Elle ne savait pas que la soirée suivante apporterait des complications qu'aucun des deux n'avait anticipées et révélerait des vérités qu'Étienne avait gardées cachées même de lui-même.
Amélie n'avait jamais vu autant de diamants dans une seule pièce. Ils scintillaient au cou, poignets et oreilles de l'élite parisienne, alors qu'Étienne la guidait à travers le grand salon de l'hôtel Le Bristol. Sa main reposait légèrement sur le bas de son dos, un toucher qu'ils avaient pratiqué la veille, mais qui envoyait encore une chaleur inattendue à travers sa robe de soie émeraude. « Tante Marguerite à 2 heures », murmura Étienne, ses lèvres près de son oreille. « Souvenez-vous, c'est la sceptique principale. » Amélie suivit son regard vers une femme royale dans la soixantaine, cheveux argentés coiffés en chignon élégant, yeux perçants inspectant la salle comme un général évaluant un champ de bataille. Avant qu'Amélie puisse se préparer davantage, la femme les repéra et s'approcha avec des pas déterminés. « Étienne, chéri !» Marguerite Moncler fit la bise sur les 2 joues de son neveu avant de tourner son regard analytique vers Amélie. « Et ceci doit être la petite amie dont nous avons si peu entendu parler. »« Amélie Dubois, » dit Étienne, son bras glissant autour de la taille d'Amélie avec une aisance pratiquée. « Amélie, ma tante Marguerite Moncler, présidente de la Fondation Moncler. Ravie de vous rencontrer, » offrit Amélie avec son sourire le plus sincère. Étienne parle si bien de votre travail philanthropique. Le sourcil parfaitement sculpté de Marguerite s'arqua. Vraiment ? Curieux, puisque mon neveu ne parle généralement que de projections trimestrielles et d'expansion de marché. Elle désigna la robe d'Amélie. Valentino, saison actuelle. Choix exquis. Étienne m'a aidé à la sélectionner, répondit Amélie avec fluidité, plaçant sa main sur la sienne à sa taille. Un geste non planifié qui semblait étonnamment naturel. Le resserrement momentané des doigts d'Étienne contre son côté fut la seule indication de sa surprise. Vraiment ? Le sourire de Marguerite n'atteignait pas ses yeux. Étienne, les membres du conseil sont impatients de vous parler. Pourquoi ne pas présenter votre petite amie à eux aussi ? Alors qu'il suivait de Marguerite plus profondément dans la foule, Étienne chuchota. Vous vous débrouillez merveilleusement bien. L'heure suivante passa dans un flou de présentation et d'examen à peine déguisé en petites conversations. Amélie se trouva sous évaluation constante, non seulement de Marguerite, mais de cousins, membres du conseil et associés d'affaires, tous semblant investis dans la vie personnelle d'Étienne. « Alors comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Christophe Moncler, le cousin d'Étienne, et, d'après ce qu'Amélie avait compris, son principal rival pour la direction de l'entreprise. « Dans une galerie d'art », répondit Amélie, récitant leur histoire répétée. « Je travaillais là tout en finissant mon diplôme en beaux-arts. Le coup de foudre ?» Le ton de Christophe portait une moquerie subtile qui fit immédiatement détester Amélie. Le bras d'Étienne se resserra autour d'elle. J'ai su qu'elle était spéciale immédiatement. Et pourtant, en 3 mois, c'est la première fois qu'aucun de nous ne la rencontre, nota Marguerite. Presque comme si la relation avait matérialisé juste à temps pour la lecture du testament de grand-père. La tension dans le corps d'Étienne était palpable. Amélie s'appuya instinctivement contre lui, fournissant un soutien silencieux. « En fait, dit-elle, fabriquant hardiment, c'était ma demande. Je voulais être sûre que nous étions sérieux avant de rencontrer la famille d'Étienne. Vous êtes tous si accomplis, c'est un peu intimidant. » L'expression de Marguerite s'adoucit légèrement devant la flatterie, mais Christophe semblait non convaincu. « Peut-être vous joindrez-vous à nous le week-end prochain, à la maison de Deauville, alors, suggéra-t-il. Puisque vous êtes si sérieux, nous célébrons l'anniversaire de mon père. » La mâchoire d'Étienne se resserra. « Nous avons déjà des plans. »« Nous adorerions, » interrompit Amélie, serrant la main d'Étienne en avertissement. « J'ai hâte de voir la maison de plage dont Étienne m'a tant parlé. » Le sourire de Christophe était tout en dents. « Excellent. J'ai particulièrement hâte d'entendre plus sur votre relation. » Alors que la soirée progressait, Amélie remarqua un motif. Les cousins d'Étienne, particulièrement Christophe, faisaient des coups subtils sur la maladresse sociale d'Étienne et ses tendances de bourreau de travail. Les sous-courants de politique familiale devenaient plus clairs. Ce n'était pas juste d'hériter d'une entreprise. Il y avait un véritable ressentiment sous les vernis polis. Pendant un répit momentané quand Étienne était coincé par les membres du conseil, Marguerite approcha Amélie au bar. « Étienne n'amène pas de femme aux fonctions familiales, » déclara-t-elle franchement. « Jamais. » Amélie sirota son champagne. « Il y a une première fois pour tout. » En effet.
Marguerite l'étudia avec des yeux pénétrants. Mon neveu est différent. Brillant, dévoué, mais émotionnellement distant. Il a toujours été ainsi. Cela en a fait un PDG exceptionnel, mais un homme compliqué. Je le trouve fascinant, répondit Amélie honnêtement. Fascinant, oui, mais capable d'intimité genuine. Marguerite secoua légèrement la tête. Le conseil a des inquiétudes sur sa capacité à se connecter avec les gens. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle compte. Peut-être ne le connaissez-vous pas aussi bien que vous le pensez, suggéra Amélie doucement. Les yeux de Marguerite se rétrécissent. Peut-être. Ou peut-être y a-t-il plus à cette relation soudaine qu'il n'y paraît. Avant qu'Amélie puisse répondre, Étienne revint à ses côtés. Il dut sentir la tension parce qu'il plaça immédiatement un bras protecteur autour de ses épaules. « Tout va bien ?» demanda-t-il, regardant entre elles. « Merveilleux !» sourit Marguerite finement. « J'apprenais juste à mieux connaître votre Amélie. » Alors que la soirée se terminait, la performance continue laissa Amélie épuisée. L'examen constant, le besoin de paraître naturellement intime avec un homme qu'elle connaissait à peine, c'était épuisant de façon qu'elle n'avait pas anticipée. Dans l'intimité de la limousine d'Étienne, ils expirèrent tous les deux profondément. C'était intense, admit Amélie. Étienne desserra son nœud papillon. Il cherche toujours des faiblesses. C'est comme nous avons été élevés. Votre cousin Christophe semble particulièrement déterminé à vous saper. Christophe croit qu'il devrait diriger l'entreprise, expliqua Étienne, fixant les réverbères qui passèrent par la fenêtre. Il s'est positionné comme l'alternative plus sociable à mon leadership depuis des années. Le testament de grand-père lui a juste donné de nouvelles munitions. Amélie étudia le profil d'Étienne. La mâchoire forte maintenant serrée de tension, le poids des attentes visibles dans la raideur autour de ses yeux. « Pourquoi maintenir le contrôle est-il si important pour vous ?» demanda-t-elle doucement. Pendant un moment, elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, tranquillement, « Moncler Technologies n'est pas juste une entreprise pour moi. C'est mon héritage, oui, mais plus important, c'est ma vision pour une technologie qui améliore véritablement les vies. Christophe ne voit que des marges de profit et des opportunités d'expansion. Il démantèlerait la division de recherche qui développe des technologies médicales parce qu'elle ne génère pas de retour immédiat. » Cet aperçu de passion sous l'extérieur contrôlé d'Étienne fascina Amélie. Il y avait une profondeur en lui qu'elle n'avait pas attendue, une conviction au-delà de la simple ambition. Quand ils arrivèrent au penthouse, l'épuisement de la performance les rattrapa. Comme promis, la chambre d'Étienne avait été préparée pour eux deux, bien qu'il rassemblât discrètement pyjama et oreiller pour le canapé dans la zone d'assises attenante. « Vous n'avez pas à dormir là-bas », dit Amélie impulsivement. « Le lit est énorme. Nous pourrions le partager sans même savoir que l'autre personne est là. » Étienne se figea, son dos vers elle. « Je ne pense pas que ce serait approprié. Nous sommes deux adultes. Et si votre tante fait vraiment une de ces visites surprises, ne serait-il pas mieux si cela avait l'air vécu ?» Il se tourna lentement, son expression un mélange complexe d'hésitation et quelque chose d'autre qu'Amélie ne pouvait pas tout à fait identifier. « Si vous êtes sûr, dit-il finalement. » Cette nuit-là, couché sur les bords opposés du lit massif d'Étienne, avec une montagne appropriée d'oreillers entre eux, Amélie écouta sa respiration mesurée dans l'obscurité. Il était si immobile, si contrôlé, même dans son sommeil. Ou du moins elle le pensait, jusqu'à ce que sa voix brise le silence. « Merci, dit-il tranquillement. Pour aujourd'hui, vous avez été parfaite. » La simple gratitude, parlée dans l'espace vulnérable entre éveil et sommeil, toucha quelque chose en Amélie qu'elle n'avait pas attendu. « Vous n'étiez pas si mal vous-même, » répondit-elle doucement, pour un homme qui n'a jamais touché une femme. Il y eut une longue pause, et Amélie pensa qu'il s'était peut-être endormi, puis, presque inaudible, pas par choix. La confession resta dans l'obscurité, une vérité plus intime que leur relation prétexte, plus révélatrice que tout toucher pratiqué. Alors qu'Amélie s'endormait, elle se demandait sur l'homme couché à quelques centimètres, quelles expériences l'avaient formé, quel mur il avait construit, et pourquoi, malgré sa richesse et son pouvoir, il semblait si fondamentalement seul.
Ce qu'aucun des deux ne reconnut était le changement subtil qui se produisait. La prétence commençant à se brouiller avec quelque chose qu'aucun n'était préparé à nommer. La propriété de famille Montclair à Deauville s'étendait sur 5 hectares en front de mer, un monument à l'ancien argent et au goût raffiné. Contrairement aux penthouse ultramodernes, cette propriété embrassait l'élégance traditionnelle. Extérieur en bardeaux, galeries qui l'entouraient et jardins soignés menant à une plage privée. Amélie se tenait sur le balcon de la chambre, respirant l'air salé alors que les vagues s'écrasaient rythmiquement contre le rivage. Derrière elle, Étienne déballait avec précision méthodique, suspendant les vêtements dans le dressing qu'il partagerait pour le week-end. « Votre famille sait certainement comment vivre », observa-t-elle comme il la rejoignit à la rambarde. « C'est juste de la propriété », répondit Étienne, bien que sa posture se détendit comme il regardait l'océan. « C'était toujours ma maison familiale préférée cependant. J'ai appris à nager dans cette crique. » Amélie essaya d'imaginer Étienne enfant, aux yeux sérieux et déterminés même alors peut-être, nageant dans l'anse protégée visible à leur droite. « Nous devrions descendre plus tard, suggéra-t-elle. L'eau a l'air magnifique. Je n'ai pas nagé ici depuis des années, admit-il. Trop occupé. Dommage, taquina Amélie gentiment. J'ai apporté un maillot de bain qui convaincrait définitivement votre famille que notre relation est sérieuse. » Les yeux d'Étienne s'élargirent légèrement et un rougissement monta dans son cou. Une réaction qui délecta Amélie plus qu'elle n'aurait dû. Leur moment de connexion fut interrompu par un coup sec. La porte s'ouvrit sans attendre de réponse, révélant Christophe Montclair, en tenue de week-end décontractée, mais clairement coûteuse. « Vous vous installez » demanda-t-il, les yeux balayant la pièce, notant leur proximité sur le balcon. Tout le monde se rassemble pour le déjeuner sur la terrasse principale. Père a hâte de rencontrer la femme qui a finalement capturé l'attention de mon cousin. L'emphase sur « finalement » n'était pas subtile. « Nous descendrons sous peu », répondit Étienne uniformément. Christophe s'attarda dans l'embrasure. « Vous savez, Amélie, Étienne était toujours le sérieux même enfant. Pendant que le reste d'entre nous apprenions à parler aux filles en colonie de vacances, il construisait des programmes informatiques et lisait des rapports financiers. Certains d'entre nous avaient de l'ambition au-delà des aventures, Christophe, dit Étienne, une pointe dans sa voix. Le rire de Christophe ne contenait aucune chaleur. Continue à te dire que c'est pourquoi tu as été seul toutes ces années. Il se tourna vers Amélie avec un sourire conspirateur. Demande-lui sur la terminale au lycée Saint-Louis, histoire très éclairante. Après le départ de Christophe, la mâchoire d'Étienne était assez serrée qu'Amélie pouvait voir un muscle qui tressaillait. « Que s'est-il passé en terminale » demanda-t-elle tranquillement. « Rien qui mérite discussion. » Étienne se détourna, ses murs se reconstruisant visiblement. Nous devrions descendre. Le déjeuner était une affaire élaborée servie par du personnel qui bougeait discrètement autour de la terrasse. Amélie se trouva assise entre Étienne et son oncle Walter, le père de Christophe et celui qui fêtait son anniversaire. Un homme jovial dont le charme superficiel lui rappelait son fils, quoique sans la malice sous-jacente. « Alors, Amélie, tonna Walter, racontez-nous comment vous avez réussi à arracher notre Étienne de ses feuilles de calcul assez longtemps pour qu'il vous remarque. » Avant qu'Amélie puisse répéter leur histoire pratiquée, Étienne la surprit en répondant lui-même. « Elle a renversé du café sur moi, dit-il, ses lèvres se retroussant dans ce qui ressemblait presque à un sourire genuine. Partout sur des contrats importants. Amélie le fixa. Ce n'était pas leur rencontre répétée. « J'étais mortifiée, joua-t-elle, curieuse de voir où Étienne menait cela. Elle s'est excusée profusément, continua Étienne, ses yeux sur Amélie plutôt que sa famille. Mais ensuite elle a dit quelque chose d'inattendu. Elle a demandé si les contrats valèrent le papier sur lequel ils étaient imprimés ou s'ils étaient juste du jargon corporatif conçu pour obscurcir le sens plutôt que de le clarifier. » Amélie cligna des yeux de surprise. Cette rencontre fabriquée ressemblait beaucoup plus à elle que leur scénario de galerie. « J'étais intrigué, » dit Étienne doucement. « Personne ne me parle comme ça. » La table s'était tue, toute attention sur l'ouverture inhabituelle d'Étienne. « Et qu'avez-vous dit » demanda Marguerite, clairement fascinée par cet aperçu dans la vie personnelle de son neveu. Les yeux d'Étienne ne quittèrent jamais ceux d'Amélie.
Je lui ai demandé de dîner avec moi ce soir-là pour discuter des failles dans la stratégie de communication de mon entreprise. Comme c'est romantique, injecta Christophe sarcastiquement. C'était, en fait, dit Amélie, tenant le regard d'Étienne. Il m'a écouté. Vraiment écouté. Savez-vous comme c'est rare? Quelque chose passa entre eux. Une compréhension. Une connexion qui transcendait leur arrangement. Pendant un moment, Amélie oublia qu'il jouait. L'après-midi progressa plus facilement qu'attendu. Walter semblait jeunement charmé par Amélie, et même Marguerite se réchauffa considérablement, surtout après qu'Amélie montra de l'intérêt pour les programmes d'art-thérapie de la Fondation pour les jeunes défavorisés. Seul Christophe maintint son scepticisme, les regardant avec des yeux calculateurs qui ne manquaient rien. Comme promis, Amélie et Étienne s'échappèrent à la crique privée plus tard cet après-midi. La plage isolée était abritée par des affleurements rocheux de chaque côté, créant une intimité naturelle qui leur permettait de relâcher légèrement leur performance. Amélie portait un maillot de bain, une pièce modeste mais flatteur, consciente de l'inconfort d'Étienne avec les exhibitions. Pourtant, elle remarqua son regard s'attardant alors qu'elle appliquait de la crème solaire sur ses épaules et bras. « Besoin d'aide pour votre dos ?» offrit-il avec hésitation. Amélie lui tendit la bouteille, se tournant pour présenter son dos. Son toucher était tentative au début, puis plus confiant, alors qu'il couvrait méthodiquement sa peau exposée. Le contact simple semblait étonnamment intime. « Vous étiez bon au déjeuner, » dit-elle, brisant le silence chargé. Cette histoire sur comment nous nous sommes rencontrés, elle semblait réelle. Les mains d'Étienne s'arrêtèrent brièvement. « J'ai modifié notre rencontre actuelle. Le renversement de café s'est produit. »« Mais je n'ai jamais critiqué vos contrats. »« Non, admit-il. Mais vous l'auriez fait, je pense, si vous les aviez lus. Vous ne semblez pas avoir peur de dire ce que vous pensez. » Amélie se tourna pour lui faire face, surprise par sa perspicacité. « C'est perspicace de votre part. » Un faible sourire toucha ses lèvres. « J'observe plus que les gens ne le réalisent. » Ils nagèrent dans les eaux fraîches de la Manche, et Amélie découvrit un autre côté d'Étienne, plus détendu, presque joueur, alors qu'il lui montrait comment surfer sur les vagues douces. Son rire, quand elle chevaucha avec succès une vague jusqu'au rivage, transforma son visage, le faisant paraître plus jeune et délesté. « Alors, » risqua Amélie, alors qu'il séchait sur le sable plus tard, « que s'est-il passé en terminale à Saint-Louis ?» L'expression d'Étienne se ferma immédiatement. Christophe devrait s'occuper de ses affaires. Il voulait clairement vous ébranler, pressa Amélie gentiment. Si je savais de quoi il s'agissait, peut-être pourrais-je aider à dévier la prochaine fois. Étienne fut silencieux si longtemps qu'Amélie pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, regardant l'horizon, il y avait une fille, Camille, la fille du proviseur. Nous avions des cours de soutien ensemble en mathématiques. Amélie attendit patiemment alors qu'Étienne rassemblait ses pensées. Au bal de fin d'année, elle m'a demandé de danser. Je n'étais pas à l'aise avec ce genre de choses, mais je ne voulais pas être impoli. À mi-chemin de la chanson, elle m'a embrassé. Sa voix s'aplatit. Je me suis figé, complètement. Puis je me suis reculé et ai quitté le bal entièrement. Ça ne semble pas si terrible, dit Amélie prudemment. Christophe et ses amis ont vu. Ils ont commencé des rumeurs que j'étais... La mâchoire d'Étienne se resserra. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que j'avais peur des femmes, ou que je n'étais pas intéressé par elles du tout. Le cœur d'Amélie souffrit pour l'adolescent qui avait été humilié pour son inconfort. Il n'y a rien de mal à être mal à l'aise avec les démonstrations publiques. Ce n'était pas juste ça, admit Étienne tranquillement. Je n'ai jamais été à l'aise avec l'intimité physique. Non pas parce que je n'en veux pas, mais parce que ça semble écrasant. Trop de stimulation sensorielle, trop imprévisible. Je ne peux pas le planifier, ne peux pas le contrôler. La vulnérabilité dans sa confession stupéfia Amélie. Ce n'était pas juste de l'inexpérience, c'était sur comment l'esprit d'Étienne fonctionnait. Comment il traitait le monde. Avez-vous déjà été diagnostiqué avec hypersensibilité sensorielle ? Demanda-t-elle gentiment. Étienne la regarda sévèrement. Comment avez-vous su ? Mon frère cadet est similaire, expliqua Amélie.
Il lutte avec certaines textures, environnement bruyant. Il a besoin de temps pour traiter les expériences émotionnelles que d'autres assimilent facilement. J'ai été diagnostiqué à 12 ans, dit Étienne. Mes parents l'ont vu comme quelque chose à surmonter, pas à accommoder. Les hommes Montclair ne montrent pas de faiblesse. Donc j'ai appris à contrôler mon environnement à la place. Le travail a du sens pour moi. Les problèmes d'affaires ont des solutions. Les gens sont imprévisibles. Amélie comprenait maintenant pourquoi Étienne n'avait jamais été avec une femme, pourquoi il gardait tout le monde à distance. Ce n'était pas de la froideur, c'était de l'autoprotection. « Merci de me l'avoir dit », dit-elle simplement, résistant à l'envie de le toucher, comprenant que le contact non sollicité pourrait ne pas être bienvenu. À sa surprise, Étienne tendit la main pour la sienne, ses doigts s'entrelaçant tentativement avec les siens. « Vous êtes facile à qui parler. » Ce soir-là, habillée pour le dîner d'anniversaire formel, Amélie se trouva jeunement appréciant le rôle de partenaire d'Étienne. Leurs confidences partagées à la plage avaient créé une nouvelle compréhension entre eux, rendant leurs interactions moins répétées, plus naturelles. Pendant le repas élaboré de 5 services, elle remarqua Étienne gérant subtilement son environnement, choisissant le siège le plus calme, arrangeant méthodiquement ses couverts, prenant des gorgées mesurées de vin. Petites adaptations qui sembleraient de simples bizarreries à la plupart, mais qu'Amélie reconnaissait maintenant comme des accommodations nécessaires. Quand Christophe fit un commentaire pointu sur l'arrangement commercial inhabituel d'Étienne avec Amélie, péchant clairement des incohérences, elle serra le genou d'Étienne sous la table, un signal qu'ils avaient établi pour le soutien. « En fait, » dit Amélie avec fluidité, « la franchise d'Étienne était rafraîchissante après avoir fréquenté des hommes qui jouaient des jeux. Il savait ce qu'il voulait et n'avait pas peur de le demander. » Le double sens, se référant à la fois à leur arrangement actuel et leur relation fictive, fit tressaillir les lèvres d'Étienne avec amusement supprimé. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient pour le lit, la nouvelle aisance entre eux demeurait. Étienne semblait plus détendu en sa présence, moins sur ses gardes. « Ils commencent à nous croire », nota-t-il comme il rabattait les couvertures. « Est-ce tout ce qui importe ?» demanda Amélie, se surprenant avec la question. Étienne s'arrêta, la regardant pensivement. « Non, » admit-il, « plus maintenant. » Ils s'allongèrent dans le lit face à face, plus près que les nuits précédentes, la montagne d'oreiller réduite à une petite colline. « Amélie, » dit Étienne doucement dans l'obscurité. « Serait-il acceptable si je vous embrassais ? Juste une fois, pour savoir ce que ça fait, avec quelqu'un en qui j'ai confiance. » La question resta suspendue dans l'air entre eux, vulnérable, honnête et complètement non planifiée dans leur arrangement. Le cœur battant, Amélie chuchota. « Oui ?» Étienne se rapprocha, caressant hésitamment sa joue. Son toucher était doux, prudent, comme si elle était précieuse et fragile. Quand ses lèvres rencontrèrent finalement les siennes, le baiser était tendre et questionneur. Amélie resta immobile, lui permettant de mener, d'explorer à son propre rythme. Son second baiser était plus confiant, et elle répondit gentiment, prudente de ne pas l'accabler. Quand ils se séparèrent, l'expression d'Étienne dans la lumière tamisée était d'émerveillement et de confusion. « Merci », chuchota-t-il. « Pourquoi ? De ne pas me faire sentir brisé. » Amélie toucha son visage gentiment. « Vous n'êtes pas brisé, Étienne. Vous êtes juste câblé différemment, et il n'y a rien de mal à ça. » Alors qu'il dérivait vers le sommeil, plus près qu'avant mais maintenant toujours l'espace dont Étienne avait besoin, Amélie réalisa avec un sursaut d'alarme que leur arrangement était devenu compliqué de façon qu'aucun n'avait anticipé. Elle développait de vrais sentiments pour un homme qui l'avait engagée pour prétendre. La semaine suivant le week-end à Deauville apporta des changements significatifs à leur arrangement. En surface, ils maintenaient leur rôle, assistant à un dîner du conseil, un gala de l'industrie tech et une collecte de fonds de la fondation comme le couple parfait. Mais sous la performance, quelque chose d'indéniable grandissait. Étienne ne se raidissait plus quand Amélie touchait casualement son bras. Leur conversation au petit déjeuner s'étendait au-delà de répéter les détails de leur relation fictive, s'aventurant dans de vrais échanges sur l'art, l'éthique technologique et leurs enfances respectives.
La prêtance commençait à sembler moins comme un acte et plus comme une relation avec des débuts inhabituels. Le mercredi soir, Amélie revint au Pintouze après avoir visité son atelier d'art pour trouver Étienne dans la cuisine. Une vue surprenante, puisqu'il travaillait typiquement tard et cuisinait rarement. « Vous faites le dîner ?» demanda-t-elle, posant son portfolio. Étienne leva les yeux de la planche à découper où il hachait méticuleusement des légumes. « J'ai demandé une recette simple à Madame Moreau. J'ai pensé que vous pourriez avoir faim après votre session d'atelier. » Le geste toucha Amélie profondément. « C'est attentionné de votre part. Comment s'est passée votre session de peinture ?» demanda-t-il, reprenant sa découpe précise. « Productive. Je pense que j'ai finalement percé sur la pièce avec laquelle je luttais. » Elle se déplaça à côté de lui, jetant un œil à son travail. « Besoin d'aide ? Vous pourriez mettre la table, suggéra-t-il. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit sur vos prêts étudiants. » Le changement abrupt de sujet prit Amélie au dépourvu. « Oh, j'aimerais les payer entièrement, » dit Étienne, transférant les légumes dans une poêle avec des mouvements pratiqués qui suggéraient que ce n'était pas sa première tentative de cuisine. Pas comme partie de notre arrangement, comme cadeau. Amélie se figea, assiette à la main. « Je ne peux pas accepter ça, Étienne. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que... » Elle chercha les bons mots. « Ça brouille les lignes de notre accord, et je ne veux pas me sentir acheté. » Étienne se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Ce n'est pas mon intention. Je vous respecte trop pour ça. Je sais. Mais ça changerait les choses entre nous. »« Les choses n'ont-elles pas déjà changé ?» demanda-t-il tranquillement. La question resta dans l'air entre eux, reconnaissant le changement qu'aucun n'avait été prêt à nommer. Leur dîner fut interrompu par le téléphone d'Étienne. Regardant l'écran, son expression se tendit. « C'est tante Marguerite. Je devrais prendre ça. » Amélie hocha la tête, continuant à manger le sauté étonnamment bon qu'Étienne avait préparé alors qu'il s'éloignait dans son bureau. Quand il revint plusieurs minutes plus tard, son visage était indéchiffrable. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « La réunion du conseil a été avancée, » dit-il, s'asseyant lourdement. « À ce vendredi au lieu de la semaine prochaine. »« C'est un problème ? Ça signifie qu'ils voteront sur la confirmation du leadership plutôt que je l'attendais. » Étienne poussa sa nourriture dans son assiette. Et Marguerite a mentionné que Christophe a parlé avec plusieurs membres clés du conseil en privé. Amélie tendit la main pour la sienne. « Ils nous ont vus ensemble. Ils peuvent voir que vous remplissez les termes du testament. » « Ce n'est pas juste d'être vu avec une femme, » admit Étienne. Le testament mentionne spécifiquement démontrer la capacité de former des connexions significatives. Grand-père croyait que l'intelligence émotionnelle était cruciale pour un leadership efficace. Et vous ne pensez pas que nous avons été convaincants ? Les yeux d'Étienne rencontrèrent les siens. Je pense que nous avons été trop convaincants. Au moins, j'ai été. L'implication de ces mots fit accélérer le cœur d'Amélie. Avant qu'elle puisse répondre, Étienne continua. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, quelque chose que je ne vous ai pas dit sur l'arrangement. » L'estomac d'Amélie se serra. « Qu'est-ce que c'est ? » « Le conseil s'attend. » Étienne prit une profonde inspiration. « Le testament inclut une clause sur continuer la lignée Montclair. Ils s'attendent à une annonce de fiançailles lors du rapport trimestriel, avec mariage à suivre dans l'année. » Amélie laissa tomber sa fourchette avec un cliquetis. « Fiançailles ? Ce n'était pas dans notre accord. »« Je sais, » dit Étienne, paraissant genument navré. « J'avais prévu de renégocier nos termes ou de trouver une autre solution avant que ça devienne un problème. Je ne voulais pas vous submerger avec toutes les conditions d'un coup. Donc que dites-vous ? Que vous devez me demander en mariage maintenant ? Non. » La réponse d'Étienne fut immédiate et ferme. « Je dis que notre arrangement doit se terminer. Je dirai la vérité au conseil. » Amélie le fixa, stupéfaite par cette déclaration soudaine. « Mais vous perdrez l'entreprise. »« Oui. Pourquoi feriez-vous ça ? Tout pourquoi vous avez travaillé. »« Parce que je ne peux pas vous demander de continuer cette tromperie, » dit Étienne, sa voix s'adoucissant. « Pas quand je... » Il s'interrompit, paraissant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Quand vous quoi ?» pressa Amélie gentiment. Étienne se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Le dos vers elle, silhouetté contre les lumières de la ville,
Il parla finalement. « Je développe de vrais sentiments pour vous, Amélie. Des sentiments qui n'ont rien à voir avec notre arrangement et tout à voir avec qui vous êtes. Vous êtes gentille, perspicace, et vous me voyez, pas juste le PDG ou l'héritier Moncler, mais moi. » Il se tourna pour lui faire face. « Je ne peux pas continuer à prétendre quand ce que je ressens est réel. » Amélie resta figée, ses mots faisant écho à ce qu'elle avait eu peur de reconnaître elle-même. « Dites quelque chose », l'encouragea-t-il après un long silence. « Je ne sais pas quoi dire », admit-elle. « C'est compliqué. Je comprends. » L'expression d'Étienne se ferma légèrement. « Vous êtes entré dans cet arrangement avec des attentes claires. J'ai violé celle-ci en développant des sentiments personnels. Je m'excuse. » Le ton formel fit mal au cœur d'Amélie. C'était Étienne qui se retirait, se protégeant du rejet. « Non, » dit-elle, se levant pour s'approcher de lui. « Ne vous excusez pas pour vos sentiments. J'ai juste besoin de comprendre ce qui arrive maintenant. J'informerai le conseil que nous avons terminé notre relation, » dit Étienne, sa voix contrôlée à nouveau. « Ils voteront probablement pour transférer le leadership à Christophe, à la réunion de vendredi. Vous recevrez le paiement complet convenu, peu importe. » « Et c'est tout? Vous allez juste abandonner tout? Quelle alternative suggérez-vous » Une pointe de frustration perça sa façade calme. « Continuez à mentir? Vous demandez de prétendre m'aimer quand vous ne le faites pas? Proposer un mariage truqué? Comment savez-vous que je n'ai pas de sentiments pour vous aussi » défia Amélie, s'approchant plus près. Étienne se figea, scrutant son visage. « En avez-vous » Au lieu de répondre, Amélie ferma la distance entre eux et l'embrassa. Pas le baiser doux et exploratoire qu'ils avaient à partager à Deauville, mais un empli de l'émotion genuine qu'elle avait essayé de nier. Pendant un moment, Étienne resta figé de surprise. Puis ses bras l'encerclèrent, l'attirant plus près alors qu'il répondait avec une passion inattendue. Contrairement à leurs interactions physiques précédentes, il n'y avait pas d'hésitation maintenant, pas de retenue prudente, juste l'honnêteté brute du désir trop longtemps contenu. Quand ils se séparèrent finalement, à bout de souffle, Étienne pressa son front contre le sien. « J'ai besoin de savoir que c'est réel, » chuchota-t-il. « Pas partie de notre arrangement. »« C'est réel, » l'assura Amélie. « Inattendu et compliqué, mais réel. » Étienne brossa une mèche de cheveux de son visage, son toucher révérend. « Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Je ne pensais pas que je pouvais. À cause de vos problèmes sensoriels ? En partie. Mais surtout parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui vaille la vulnérabilité. Jusqu'à vous. » Cette nuit-là, ils partagèrent le lit d'Étienne d'une façon qu'aucun des deux n'avait anticipée en formant leur arrangement commercial. Son inexpérience était évidente dans ses touches hésitantes, mais aussi son désir de lui plaire, de se connecter avec elle complètement. Amélie le guida patiemment, comprenant son besoin de traiter chaque nouvelle sensation. Ce qui lui manquait en expérience, il le compensait en attention, en sa concentration complète sur ses réponses. Quand ils se joignirent finalement, l'intensité de leur connexion transcenda le physique, amenant des larmes aux yeux d'Amélie. Après, couchés dans les bras d'Étienne, la réalité commença à s'immiscer dans leur intimité nouvelle. « Et vendredi » demanda-t-elle doucement. « La réunion du conseil » Étienne traça des motifs sur son épaule nue. « Je dois encore leur dire la vérité. »« Laquelle est quoi exactement ?» Il sourit contre ses cheveux. « Que je vous ai engagé sous de faux prétextes, mais ai trouvé quelque chose de genuine dans le processus. Que vous m'avez changé de façon que je n'avais jamais attendue. Il pourrait encore voter contre vous. » « Probablement, » reconnut-il. « Mais je ne commencerai pas une relation avec vous basée sur des mensonges. » Amélie se redressa sur un coude pour le regarder. « Et si nous leur disions une version de la vérité ? Que nous nous sommes rencontrés dans des circonstances inhabituelles, mais avons développé de vrais sentiments ?» Étienne considéra cela. « Une version épurée, vous voulez dire, avec la vérité essentielle intacte. Vous n'êtes pas le même homme qui a fait cet arrangement avec moi au café. Vous avez grandi. N'est-ce pas ce que votre grand-père voulait ?» L'espoir vacilla dans les yeux d'Étienne. « Ça pourrait marcher. Ou ça pourrait me coûter l'entreprise. »« Serait-ce si terrible ?» demanda Amélie gentiment. « Vous êtes brillant, Étienne. Avec ou sans Moncler Technologies,
vous pourriez construire quelque chose de significatif. Pour la première fois, Étienne semblait vraiment considérer un futur au-delà de l'héritage familial. Peut-être avez-vous raison. Alors qu'il dérivait vers le sommeil, entrelacé de façon qui aurait semblé impossible il y a des semaines, aucun ne parla de l'autre complication. La clause sur continuer la lignée familiale, sur le mariage et les enfants. Certaines vérités attendraient le matin. Ce qu'aucun des deux ne réalisait était que leurs émotions honnêtes avaient été témoignées. Madame Moreau, venant débarrasser les plats du dîner abandonné, avait entendu assez de leur conversation pour comprendre la nature de leur arrangement original et son évolution surprenante. Et Madame Moreau, comme Amélie l'apprendrait bientôt, était la confidente de confiance de Marguerite Moncler depuis plus de 30 ans. Le vendredi matin arriva avec des cieux gris et une pluie régulière qui correspondait à l'humeur anxieuse d'Amélie. Aujourd'hui était la réunion du conseil, la culmination de leur arrangement et le début de ce qui viendrait ensuite. Elle se tenait à la fenêtre de la chambre, regardant l'eau couler sur le verre, alors qu'Étienne s'habillait derrière elle. Son reflet montrait le costume impeccable et la cravate qui formait son armure corporative, mais son expression trahissait l'incertitude sous l'extérieur poli. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-elle, se tournant pour lui faire face. « De leur dire la vérité ?» Étienne ajusta ses boutons de manchette, une habitude nerveuse qu'elle avait appris à reconnaître. « Je ne construirai pas notre relation sur la tromperie. » Notre relation. La phrase semblait encore nouvelle, tentative sur sa langue. Ça sonne étrange, non? Considérant comment nous avons commencé. Étienne traversa la chambre pour se tenir devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Est-ce que ça importe comment nous avons commencé, si nous savons où nous voulons aller ?»« Et où est-ce, exactement ?» demanda Amélie, la question qui avait plané entre eux depuis leur confession. « Je n'ai pas toutes les réponses, » admit Étienne. « Mais je sais que je vous veux dans ma vie, pas comme partie d'un arrangement, mais comme ma partenaire. Le reste, nous pouvons le découvrir ensemble. » Il l'embrassa alors, une promesse douce qui stabilisa ses nerfs. Quand ils se séparèrent, Amélie redressa sa cravate déjà parfaite. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous y faisons face ensemble, » dit-elle fermement. Le siège social de Moncler Technologies occupait les 15 derniers étages d'un gratte-ciel élégant du quartier d'affaires de la Défense. Amélie n'avait jamais visité auparavant, et alors que l'ascenseur exécutif les portait vers le haut, elle s'émerveillait de cet aperçu dans le monde professionnel d'Étienne. Les membres du personnel hochaient respectueusement la tête en passant, bien qu'Amélie remarquât des regards curieux dirigés vers elle. Dans la suite exécutive, l'assistante d'Étienne, une femme posée nommée Viviane, les salua avec chaleur professionnelle. « Le conseil est assemblé dans la salle de conférence principale », informa-t-elle Étienne. « Mademoiselle Moncler a demandé que je vous dise qu'elle aimerait un mot privé avant que vous les rejoigniez. » La mâchoire d'Étienne se tendit presque imperceptiblement. « Où est-elle ?»« Votre bureau, monsieur. » Alors qu'ils approchèrent les portes imposantes en double du bureau d'angle d'Étienne, Amélie serra sa main encourageante avant de la relâcher. « J'attendrai ici dehors. » Étienne hocha la tête, redressant ses épaules avant d'entrer. Laissée seule dans la zone d'attente, Amélie fit les 100 pas nerveusement, répétant ce qu'elle pourrait dire au conseil. La vérité épurée qu'ils avaient convenue semblait raisonnable en théorie, mais faire face à la famille et collègues d'Étienne, expliquer que leur relation avait des débuts inhabituels mais des sentiments genuins, semblait soudain intimidant. Ses pensées anxieuses furent interrompues quand la porte du bureau s'ouvrit. Au lieu d'Étienne, cependant, Marguerite Moncler émergea, son expression indéchiffrable. « Amélie, » dit-elle froidement, « je crois que nous devons parler en privé aussi. » Le cœur battant, Amélie suivit Marguerite dans une salle de conférence plus petite adjacente à la salle du conseil principal. À travers les murs de verre, elle pouvait voir Étienne déjà assis en tête d'une longue table, entouré de membres du conseil. Il leva les yeux, rencontrant brièvement ses yeux, avant de tourner son attention vers le président qui avait commencé à parler. « Madame Moreau a entendu votre conversation mercredi soir », déclara Marguerite sans préambule, une fois la porte fermée derrière elle. Amélie se figea. « Je vois. Vraiment ?»
Les mains parfaitement manucurées de Marguerite reposaient sur le dos d'une chaise. Elle en a entendu assez pour comprendre que mon neveu vous a engagé, que votre relation a commencé comme arrangement commercial pour satisfaire les termes du testament de mon père. Il n'y avait aucun intérêt à le nier. Oui, c'est comment ça a commencé. Une tromperie, dit Marguerite platement. Une manipulation des intentions de mon père. Ça a commencé comme ça, reconnut Amélie. Mais c'est devenu autre chose, quelque chose de réel. Marguerite l'étudia sceptiquement. Un développement convenable, juste quand l'arrangement atteignait sa date de fin. Je comprends votre suspicion, dit Amélie, rencontrant le regard de la femme plus âgée fermement. Mais ce qu'Étienne et moi avons trouvé ensemble est genuine. C'est pourquoi nous avons décidé de dire la vérité au Conseil aujourd'hui. Pourtant, vous êtes encore ici, jouant votre rôle. Je suis ici parce que je tiens à Étienne, répondit Amélie, sa frustration grandissant. Parce que je sais combien l'entreprise lui importe, et parce que je crois qu'il est la bonne personne pour la diriger, pas à cause de son nom, mais à cause de sa vision. Quelque chose changea dans l'expression de Marguerite, pas tout à fait s'adoucir, mais réévaluer. Dites-moi quelque chose, Amélie. Dans votre temps avec mon neveu, avez-vous remarqué du changement en lui? La question prit Amélie au dépourvu. Changement. Étienne a toujours été isolé, brillant mais déconnecté. Même enfant, il luttait pour former des liens émotionnels. La voix de Marguerite portait une note de tristesse. Mon père s'inquiétait pour lui, pas juste comme son héritier, mais comme son petit-fils. La compréhension frappa Amélie. Le testament n'était pas juste pour assurer une image familiale stable pour l'entreprise. Non, confirma Marguerite. C'était pour forcer Étienne à s'ouvrir à la connexion. Mon père croyait qu'Étienne ne serait jamais vraiment complet ou un leader efficace, jusqu'à ce qu'il apprenne à se connecter avec les autres sur un niveau humain, pas juste intellectuel. « Et vous pensez qu'il n'a pas changé ?» défia Amélie. « Je demande si vous pensez qu'il a changé. » Amélie considéra l'homme qu'elle en était venue à connaître, la distance prudente qu'il avait maintenue au début, l'abaissement graduel de ses murs, la confession vulnérable de sentiments qu'il n'avait jamais attendu à voir. « Oui, dit-elle avec confiance. Il apprend à faire confiance, à être vulnérable. Savez-vous comme c'est difficile pour lui, avec ses problèmes de traitement sensoriel ?» Les sourcils de Marguerite se levèrent légèrement. « Il vous a dit ça ?»« Oui. Et j'ai vu comme il travaille dur pour gérer dans des situations qui l'accablent, comme vos rassemblements familiaux. » Amélie se pencha en avant sérieusement. « Il n'est pas froid ou déconnecté par choix. Son cerveau traite l'input sensoriel et émotionnel différemment. Mais il trouve des moyens de se connecter malgré ses défis. » Un long moment de silence s'étira entre elles, alors que Marguerite semblait peser les mots d'Amélie. « Mon père vous aurait aimé, dit-elle finalement. Vous voyez Étienne clairement. » Avant qu'Amélie puisse répondre, la porte s'ouvrit et Christophe entra, regardant entre elles avec suspicion. « Le conseil est prêt à voter, » annonça-t-il, incapable de cacher sa satisfaction. Étienne vient de finir son explication intéressante sur les origines de votre relation. Le cœur d'Amélie s'effondra. Elle avait manqué la divulgation d'Étienne au conseil, n'avait pas été là pour le soutenir comme promis. « Merci Christophe, dit Marguerite de façon licenciée. Nous les rejoindrons momentanément. » Une fois qu'ils furent seuls à nouveau, Marguerite fixa Amélie avec un regard pénétrant. « Une dernière question. Aimez-vous mon neveu ?» La franchise de la question stupéfia Amélie, mais sa réponse vint sans hésitation. « Oui, pas parce qu'il est riche ou puissant, mais parce qu'il est honorable et vulnérable et essaie si dur d'être à la fois l'homme que sa famille attend et l'homme qu'il veut être. » Marguerite hocha lentement la tête. « Alors ne gardons pas le conseil qui attend. » Quand elles entrèrent dans la salle du conseil, tous les yeux se tournèrent vers elle. Étienne était assis rigidement en tête de la table, son expression soigneusement contrôlée, bien qu'Amélie puisse voir la tension dans ses épaules. « Maintenant que nous sommes tous présents, » commença le président, « nous procéderons avec le vote concernant la confirmation de leadership comme stipulé dans le testament de Jonathon Moncler. »« Avant que nous votions, » interrompit Marguerite, « j'aimerais m'adresser au conseil. » Un murmure de surprise ondula à travers la salle.
Marguerite parlait rarement aux réunions du conseil, préférant exercer sa considérable influence dans les coulisses. Le testament de mon père contenait des provisions spécifiques concernant le leadership d'Étienne, commença-t-elle, commandant l'attention de la salle. Des provisions que certains, son regard vacilla brièvement vers Christophe, ont interprétées comme requérant simplement qu'Étienne trouve une partenaire pour présenter l'apparence de connexion émotionnelle. Christophe se déplaça inconfortablement sur son siège. « Mais mon père n'a jamais été concerné par les apparences », continua Marguerite. Il était concerné par la croissance, par la capacité d'Étienne à former des connexions genuines, quelque chose qui a toujours été défiant pour lui à cause de différences neurologiques que peu dans cette salle ont pris la peine de comprendre ou accommoder. La tête d'Étienne se leva brusquement, surprise évidente dans son expression. Ce que nous avons témoigné ces dernières semaines n'est pas seulement conformité avec la lettre des souhaits de mon père, mais avec leur esprit. Étienne a initié sa relation avec Amélie par des moyens peu orthodoxes, oui. Mais ce faisant, il a démontré exactement la croissance que mon père espérait voir. Marguerite se tourna pour faire face à Étienne directement. Vous avez été honnête avec le conseil aujourd'hui à grand risque personnel. Vous avez choisi l'intégrité sur l'opportunisme, la vérité sur l'avantage. Et plus important, vous vous êtes ouvert à une connexion genuine, quelque chose que je n'ai jamais pensé voir. La salle était complètement silencieuse. Même Christophe semblait stupéfait par cette défense inattendue. « Je crois que mon père serait fier de l'homme que vous devenez », conclut Marguerite. « Et je crois qu'il voudrait que vous continuiez à diriger cette entreprise, non pas parce que vous avez coché une case sur sa liste d'exigences, mais parce que vous avez commencé le travail plus difficile de devenir un être humain pleinement intégré. » Elle se tourna pour s'adresser au conseil. Je vote pour confirmer Étienne Monclerc comme PDG, avec tout droit et privilèges y afférents. Et j'encourage fortement mes collègues membres du Conseil de faire de même. Le président s'éclaircit la gorge. Eh bien, procédons avec le vote. Un par un, les membres du Conseil exprimèrent leur vote. Bien que quelques alliés de Christophe votèrent contre la confirmation, le décompte final fut décisif. Étienne resterait PDG de Monclerc Technology. Alors que la réunion s'ajournait, Christophe sortit en trombe sans un mot. D'autres membres du conseil offrirent à Étienne des félicitations perfunctoires avant de se disperser, ne laissant qu'Étienne, Amélie et Marguerite dans la salle du conseil. « Merci, tante Marguerite », dit Étienne tranquillement. « Bien que je ne sois pas sûr de comprendre pourquoi vous m'avez soutenu après avoir appris sur notre tromperie. » Le sourire de Marguerite portait une chaleur genuine. « Parce que la tromperie a mené à la vérité. Et parce qu'Amélie vous voit clairement, et vous aime quand même. » Le regard d'Étienne se porta vers Amélie, qui hocha en confirmation, son cœur dans ses yeux. « Je vous laisserai tous les deux parler, » dit Marguerite, se dirigeant vers la porte. « Oh, et Étienne, le testament de votre grand-père ne disait rien sur le mariage ou continuer la lignée familiale. C'était l'invention de Christophe, que j'ai permis de persister pour voir comment vous répondriez. » Avec cette révélation de départ, elle les laissa seuls. Étienne fixa Amélie. « Vous m'aimez ? » ?»« Je le fais, » admit-elle simplement, bien que ce ne soit pas exactement comment j'avais prévu de vous le dire. En 3 pas, Étienne traversa la salle et la prit dans ses bras, ne se souciant pas des murs de verre et d'observateurs potentiels au-delà. « Je vous aime aussi, » chuchota-t-il contre ses cheveux. « Plus que je pensais possible. » Amélie se recula pour le regarder. « Alors qu'arrive-t-il maintenant ? Notre arrangement est techniquement terminé. »« Maintenant, » dit Étienne, ses yeux brillants de certitude, « nous écrivons nos propres termes. Pas de contrat, pas de prétention. Juste nous, découvrant ensemble. » 6 mois plus tard, Étienne et Amélie se tenèrent sur la plage privée de la propriété de Deauville, entourés d'un petit rassemblement de familles et amis. Marguerite rayonnait fièrement du premier rang, alors qu'Étienne, stable et sûr, récitait des vœux qu'il avait écrits lui-même. « Je ne vous ai jamais attendu, » dit-il à Amélie, sa voix portant clairement sur le doux ressac. « Je pensais engager une solution temporaire à un problème. Au lieu de cela, j'ai trouvé la pièce manquante de moi-même. » Amélie, radieuse dans une robe blanche simple qui attrapait la brise océanique, sourit à travers des larmes heureuses.
Et je pensais accepter une proposition commerciale, répondit-elle. Au lieu de cela, j'ai découvert que l'amour nous trouve parfois dans les arrangements les plus inattendus. Alors qu'ils scellaient leurs vœux avec un baiser, confiant et naturel, rien comme le baiser hésitant qu'ils avaient partagé dans ce même endroit, des applaudissements éclatèrent de leurs invités. Plus tard, à la réception, Christophe s'approcha d'eux, champagne à la main. Les mois depuis la réunion du conseil avaient tempéré son ressentiment quelque peu, surtout après qu'Étienne l'ait nommé pour diriger une expansion internationale qui utilisait ses compétences sociales. « Je dois admettre, dit-il à contre-cœur, vous deux me faites presque croire aux histoires d'amour. »« Presque » taquina Amélie. Christophe haussa les épaules. « Eh bien, je trouve encore ridicule que le Montclair le plus socialement maladroit ait fini avec la plus belle femme de la salle. »« Pas ridicule, » corrigea Étienne, son bras sécurisé autour de la taille d'Amélie. « Juste inattendu. Les meilleures choses le sont généralement. » Alors qu'ils dansaient sous les étoiles cette nuit-là, Amélie reposa sa tête contre la poitrine d'Étienne, écoutant le battement régulier de son cœur. « Heureux » murmura-t-il contre ses cheveux. « Complètement, » répondit-elle sincèrement, bien que je ne sois toujours pas entièrement convaincu que ce n'est pas un conte de fées élaboré. Étienne rit doucement. Si c'en est un, c'est un avec un début inhabituel. Il était une fois un millionnaire qui engagea une femme pour dormir dans son lit, et seulement pour découvrir que ce dont il avait vraiment besoin n'était pas du tout dans le contrat, finit Amélie, souriant à l'homme qui avait appris à ouvrir son cœur quand il s'y attendait le moins. Et comme toutes les meilleures histoires, la leur ne faisait que commencer.